Une jeune femme handicapée mentale légère, malgré un emploi protégé et licenciée de son entreprise. Son frère toxicomane se trouve en manque d'argent pour se fournir. Il décide de prostituer sa sœur dans son appartement. L'assistante sociale finit par réaliser la situation et la signale malgré les menaces du frère. J'appelle Romain Lemoine. Madame la Présidente, Madame, Monsieur de la Cour, Mesdames, Messieurs les jurés. La justice n'est jamais aussi inquiète, aussi soucieuse que dans ce genre d'affaires. Elle n'est jamais aussi hésitante que lorsqu'elle fait déférer devant son tribunal pour la juger, la misère. Je vous parle de juger la misère, et l'idée peut sembler inappropriée, et même presque indécente, alors que l'homme qui comparaît aujourd'hui dans le box des accusés, pour être jugé, a reconnu avoir profité de la fragilité de sa sœur, légèrement handicapée, pour la prostituer pendant 1 an à son domicile et vivre grassement de ses revenus. Alors de quelle misère parle-t-on ? Eh bien de celle que la défense ne manquera pas d'agiter sous vos yeux, pour les détourner de la véritable détresse et de la véritable souffrance de ce dossier. Sans doute la défense vous décrira-t-elle la vie sordide d'un jeune homme sans emploi et dépendant à l'héroïne que le désespoir et la ruine auraient seul conduit au crime, au proxénétisme. Et bien sûr, le malheur se trouve de tous côtés dans ce dossier. Du côté de la victime, c'est évident. Mais aussi du côté de l'auteur, on peut le concéder. Un toxicomane, comme je le disais, de longue date, que la drogue a avili jusqu'au dernier degré, et qui n'a pu s'improviser proxénète que parce qu'il était incapable de se payer sa dose avec un SMIC. Bien sûr que le ministère public sait tout cela, et bien sûr que la Cour en tiendra compte. Mais s'il y a de la misère des deux côtés, je crois, contrairement à ce que dira la défense, qu'elle n'est pas justiciable des mêmes égards, ni de la même compassion. Et je crois au contraire que, devant un crime aussi odieux, aussi détestable, l'accusé devrait nous faire l'honneur, devrait se faire l'honneur, de ne pas essayer d'avoir l'air plus malheureux que celle que le vrai malheur a broyée. Alors s'il est difficile, et le ministère public en convient, en regardant l'accusé de se déterminer entre la colère et la pitié, il y a en revanche dans son crime une plénitude, une entièreté et une gravité qui font taire l'indécision et animent en la raison de chacun une exigence. Une exigence plus haute et plus ardue que l'attitude confortable qui voudrait renvoyer la victime et l'accusé à leur triste sort dans une empathie indistincte. Une exigence que le ministère public fait sienne parce qu'elle appartient à tous et que le ministère public réclame parce qu'elle est juste. Punir. Punir l'injustice dans sa sauvagerie aveugle, celle qui permet aux forts de brutaliser le faible, aux bien portants d'opprimer l'handicapé. L'injustice la plus méprisable, parce qu'elle est toujours celle des lâches, qui, comme l'accusé, sont si prompts à exiger devant votre cour et pour eux-mêmes la miséricorde qu'ils n'ont jamais eue pour leurs victimes, et qui portent leur vulnérabilité en étendard lorsque c'est le bras armé de l'État qui les pourchasse, après avoir eux-mêmes pourchassé les moins armés d'entre nous. L'accusé de cela, qui mêle à l'horreur d'un crime sexuel la douleur d'une trahison familiale et le déshonneur d'un combat inégal. Vous punirez parce que l'infraction est constituée, parce que la loi la réprime et parce que la société y a droit. Vous punirez sans passion
parce qu'aujourd'hui le criminel est à terre. Mais vous punirez fermement, parce qu'il y a mis sa victime avant lui. Je ne reviendrai pas sur le déroulement des faits qui vous a été longuement exposé pendant ces 3 jours d'audience. Et de surcroît, si le crime est exécrable, l'accusé n'a guère besoin d'être exécré. Je me bornerai à rappeler que, quand les enquêteurs l'ont arrêté à son domicile, il se préparait une dose d'héroïne avec une seringue sans âge. Et entre la vaisselle sale à l'abandon et quelques vêtements crasseux, il avait laissé traîner le carnet de sa comptabilité. Ce carnet qui nous a permis de reconstituer page après page le calvaire de sa sœur. Pièce maîtresse du dossier puisque celui qui vous a expliqué dans ce box qu'il était à l'époque des faits tellement délabré qu'il en oubliait parfois jusqu'à son propre nom. L'accusé donc n'a en revanche jamais oublié d'inscrire les noms de tous ceux qui, pour une poignée d'euros, prenaient leur tour dans la petite chambre du studio. Tous ceux qui, pendant 1 an, une fois par semaine, une fois par mois, parfois tous les jours, ont violé sa sœur. Tous ceux qui ont été sourds à ses hurlements, quand elle était encore assez forte pour se débattre. Tous ceux qui ont été sourds à ses suppliques, quand son frère la droguait pour qu'elle se tienne tranquille. La litanie abominable des noms et des prix, qui ont sur chaque page raconté les tourments de celle qui aujourd'hui ne parle plus. Leila Kovac, survivante, s'est tue. Engloutie à jamais dans une nuit d'ébène qu'aucun expert psychiatre n'a pu percer. Tout au plus ont-ils pu décrire les séquelles profondes, tant physiques que morales, que son proxénète lui a infligées, et qui ont aggravé au décuple, au centuple, son handicap. Les réminiscences, les crises de panique et la perte totale de l'usage de la parole ont laissé la victime invalide à 80%, son corps et son esprit mutilés. Leila Kovac ne parle plus. C'est la raison pour laquelle c'est la voix du ministère public qui résonne pour elle désormais. Pour vous rappeler que près de 5 000 € ont été saisis au domicile de l'accusé, dans un sac poubelle. Le reste des viols tarifés qu'il proposait à des inconnus qu'on n'ose pas appeler des clients. Des billets de 20 ou 50 € qui ont servi à acheter le corps de sa victime prostituée. Des billets qui ont fini, transaction après transaction, par morceler et disperser son âme. Leila Kovac ne parle plus, mais si vous vous demandez ce qu'il advint de son esprit, je vous répondrai qu'il est aujourd'hui là devant vous, dans ce sac, en petite coupure. Alors l'infraction de proxénétisme aggravé est évidemment caractérisée, tant dans son élément matériel que dans son élément moral, l'accusé ayant reconnu l'ensemble des faits et admis avoir choisi ce qu'il appelle une solution de facilité pour se procurer l'argent nécessaire à sa consommation de drogue. Seul reste en suspens la question de la peine. Comment la société entendra-t-elle punir celui qui a délibérément fait de son prochain une chose humaine, entre guillemets, contradiction monstrueuse, qu'on achète pour la violer, encore et encore, et dont l'ancienne vie n'est plus que cendre, qui n'a plus pour vous implorer que ses yeux crépusculaires, et des larmes trop dérisoires pour exprimer ce qu'elle a vécu. Alors compte tenu de la gravité des faits, et en dépit des arguments de la défense, qui ne voudrait voir en l'accusé qu'une victime de sa consommation effrénée de drogue, j'ai l'honneur, Madame la Présidente, Madame, Monsieur de la Cour, Mesdames, Messieurs les jurés, de requérir à son encontre une peine de 15 ans de réclusion criminelle. 15 années pendant lesquelles, s'il ne regrette pas son acte, du moins sera-t-il, pour la conscience morale et pour la société, une satisfaction que la justice n'a pas failli, et un honneur que nous tenons encore pour répréhensible, le commerce et la vente d'autrui. Et si la victime sait tout cela mieux que nous, pire que nous, je me permets d'indiquer en guise de conclusion que dans ces dossiers, punir l'irréparable, c'est rendre une justice qui ne vous compromettra jamais, là où l'indulgence nous perdrait tous.